1 à 2% de la population française serait touchée par la maladie de Verneuil. S'il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement curatif, cette maladie, pour l'heure encore mal connue, n'est pourtant pas considérée comme une maladie rare, d'après en tout cas la définition réglementaire européenne. Qu'est-ce que l'hydradénite suppurée? Où en est la recherche? Les biothérapies pourront-elles un jour permettre de traiter cette maladie? On en parle dans ce nouveau format ONELS avec le professeur François Aubin, chef du service de dermatologie du CHU de Besançon. Professeur François Aubin, bonjour. Vous êtes dermatologue-oncologue au CHU de Besançon et vous venez de lancer avec l'UMR Wright de l'INSERM une étude monocentrique de phase 1 sur un projet de biothérapie à destination des patients souffrant d'une poussée réfractaire et sévère d'hydradénite suppurée. Peut-être avant de rentrer dans le détail et pour mieux comprendre de quoi on parle, qu'est-ce que l'hydradénite suppurée? Bonjour, je vous remercie donc pour cette interview. L'hydradénite suppurée ou la maladie de Verneuil, comme on l'a continué un peu à l'appeler en France, c'est la même maladie. C'est une maladie inflammatoire, auto-inflammatoire, chronique, qui évolue par poussée et qui touche certaines localisations particulières du corps, notamment les grands plis, les plis axillaires, les plis du cou, et également les plis au niveau génitaux et fessiers, toute la région périnéale. C'est des maladies qui se manifestent sous forme d'abcès, qui sont très douloureux, et qui vont percer et couler, et donc ils vont donner un écoulement purulent qui va énormément gêner le patient. Alors c'est une maladie relativement rare, 1 à 2%, vous l'avez dit, mais qui affecte considérablement la qualité de vie des malades. Et ça concerne quel type de population, quelle tranche en tout cas de la population? Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? Est-ce que le plus jeune âge est plus touché que les personnes plus âgées? Alors en général, c'est une maladie qui touche les deux sexes, de façon à peu près proportionnelle. Ça débute en général également autour de l'âge de 20 ans, entre 20 et 30 ans, et ça évolue de façon par poussées qui sont imprévisibles, en sachant qu'il y a des patients qui vont faire des poussées de façon permanente, et puis d'autres qui vont faire 1, 2, 3, 4 poussées au cours de leur vie, et qui vont relativement bien gérer leur maladie, ou qui sera beaucoup moins, disons, contraignante pour eux. Mais les patients, disons, que l'on voit en milieu hospitalier sont les patients les plus atteints forcément, et qui sont constamment avec des abcès qui sont purulents, qui sont très douloureux, et qui les empêchent de travailler et puis de vivre normalement. Et est-ce qu'on a une idée d'où vient finalement cette maladie? Alors comme toutes les maladies auto-inflammatoires, c'est des maladies qui font intervenir plusieurs gènes qui vont produire de façon anormale des protéines inflammatoires, diverses protéines inflammatoires, il y en a des dizaines, et en général, c'est plusieurs gènes qui sont impliqués dans la même maladie, et pour l'instant, on commence simplement à démembrer certaines, sous-types de cette maladie qui commencent à être un petit peu isolés en fonction des protéines inflammatoires qui vont être sécrétées de façon prédominante. Mais en général, il y a plusieurs protéines inflammatoires qui sont sécrétées en même temps, et dans certains sous-types, il y en a peut-être une ou deux qui vont, être majoritaires. Ça peut être le TNF-alpha, ça peut être l'interleukine 17, ça peut être l'interféron, par exemple, comme on va le voir aujourd'hui. Et donc, on le disait en introduction, il n'existe aujourd'hui aucun traitement. Alors, il y a des traitements. Le meilleur traitement actuellement, c'est la chirurgie, mais qui est relativement délabrante parce qu'il faut enlever toute la partie, cutanée et sous-cutanée de certaines localisations, donc toutes les aisselles, les fesses, les régions génitales. Donc, c'est une chirurgie qui est lourde, qui est délabrante, et qui, des fois, n'est pas non plus curative de façon définitive, parce qu'il peut y avoir des récidives sur les zones opérées. Et sinon, il se développe depuis quelques années des anti-interleukines, des inflammatoires sous forme de biothérapie, des anticorps monoclonaux qui vont cibler donc certaines protéines inflammatoires. Il y en a 2 actuellement qui sont utilisés dans la maladie de Verneuil ou l'hydradénite suppurée. Ce sont les anti-TNF et les anti-interleukine 17, qui donnent des résultats relativement satisfaisants, qui sont purement suspensifs, mais qui permettent de calmer l'inflammation chez certains patients, et en sachant qu'il y a moins d'un patient sur 2 qui vont répondre à ces médicaments. Donc il reste encore au moins 50 à 60% de la population, de ces patients, qui ne sont pas répondeurs aux biothérapies. D'où encore des recherches actives dans ce domaine pour cibler d'autres protéines inflammatoires. Et alors justement, vous, face à ce constat, vous avez lancé un projet de recherche sous le nom de code NIHS. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc effectivement, c'est un projet de phase 1, donc c'est une étude de dose déjà, pour utiliser des plasmas
de donneurs sains qui vont contenir de façon naturelle des anticorps donc naturels anti-interférents de type 1. Et ces interférents de type 1 sont impliqués dans la physiologie, dans la physiopathogénie de la maladie. Donc on espère pouvoir avoir un effet, disons, thérapeutique, anti-inflammatoire, en utilisant des plasmas de donneurs sains qui sont enrichis en anticorps anti-interférents de façon naturelle. Et alors, quelle est la genèse de ce projet ? La genèse a été la mise en évidence de ces anticorps anti-interférents chez des patients initialement qui étaient atteints de formes sévères de Covid. Et puis ensuite, on s'est aperçu que les donneurs sains de plasma, un petit pourcentage de ces donneurs sains possédaient de façon, disons, physiologique, naturelle, des anticorps anti-interférents. On ne connaît pas trop le rôle de ces anticorps anti-interférents dans la population générale, puisque tout le monde, tout le monde non, c'est moins de 1% de la population générale qui a ces anticorps anti-interférents. On ne sait pas bien le rôle de ces anticorps anti-interférents. Probablement, ils servent à réguler l'inflammation de façon physiologique. Mais vous voyez que c'est inégalement réparti puisque c'est moins de 1% de la population générale. Et donc l'idée, c'était en France, comme on ne sait pas un peu, disons, leur rôle, actuellement l'établissement français du sang, mais de ce côté, n'utilise pas pour les transfusions de plasma ces plasmas qui contiennent ces anticorps. Donc ces plasmas sont stockés pour l'instant. Et l'idée, c'est de se dire peut-être qu'on peut les utiliser en thérapeutique pour des maladies, disons, inflammatoires où l'interféron joue un rôle. Donc c'est ça un peu la genèse du projet. On s'est dit comment on peut utiliser ces plasmas mis de côté, stockés, qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la transfusion par précaution, alors que tous les autres pays, même jusqu'à l'époque du Covid, ont utilisé ces plasmas parce qu'on ne savait pas qu'ils avaient des anticorps anti-interférents. Donc on sait qu'on peut transfuser de façon normale, mais pour l'instant, il y a à titre de précaution, on les met de côté en France. Et donc, c'est vous, au CHU de Besançon, qui avez découvert la trace de ces anticorps interférents qui l'a découvert? Alors, ça a été mis en évidence par un projet de recherche collaboratif entre l'Institut Imagine de Necker à Paris, qui travaille sur les interférons, disons, naturels, ou pathologies dans le cadre de certaines maladies particulières, où il y a des déficits immunitaires qui fait que les patients vont sécréter ou, au contraire, ne pas produire d'interférons dans certaines circonstances. Donc l'Institut Imagine est bien impliqué dans cette recherche-là, et l'EFS parce que il récupère tous les dons de plasma. Et donc c'est à partir de cette découverte qu'on s'est dit comment on peut utiliser ces plasmas. Et on a été sollicité en tant que dermatologue parce qu'on a une maladie inflammatoire, l'hydradénite suppurée, qui nous pose des problèmes actuellement sur le plan thérapeutique. Et donc, du coup, vous, justement, en tant que dermatologue, en tant que service de dermatologie aussi du CHU de Besançon, dans le cas du projet NIHS, quels sont vos objectifs? L'objectif, c'est de voir déjà si on peut utiliser en thérapeutique humaine ces plasmas. Donc on attend des autorisations des instances nationales, c'est obligé comme à tout nouveau médicament. Et puis ensuite, on va voir un peu si en transfusant ces plasmas enrichis en anticorps anti-interférents, on a un effet anti-inflammatoire chez ces patients. Donc on va faire une étude pilote de phase 1. Pour l'instant, on va commencer chez 6 patients. Et on va faire des doses progressivement plus fortes pour voir comment c'est toléré et voir s'il y a un effet clinique et biologique. Vous allez lancer cette étude monocentrique de phase 1, elle n'est pas encore lancée. Et finalement, sur ces 6 patients, de quoi s'agit-il? Vous allez tester une biothérapie? Là, dans l'occurrence, c'est une biothérapie naturelle, puisque c'est des plasmas de donneurs sains. Donc en termes de coût, c'est beaucoup moins onéreux qu'une biothérapie industrielle, forcément. Et d'autre part, on va donc sélectionner des patients particulièrement sévères qui sont en échec des thérapeutiques actuelles, notamment les anti-interleukines 17 et anti-TNF. Donc c'est des formes très sévères de maladie. Et on espère avoir un effet, disons, anti-inflammatoire et antalgique avec cette biothérapie naturelle. Et donc on est d'accord, monocentrique, ça veut dire que ce sera que au CHU. Alors pour l'instant, effectivement, c'est une étude de phase 1 avec un petit nombre de patients. On a suffisamment, disons, de patients dans notre file active pour recruter sur cette disons, étude pilote de phase 1. Après, si on a des résultats, disons, positifs, on va évoluer vers une étude de phase 2
Et là, il faudra un recrutement qui sera forcément multicentrique, et puis pour voir il y a des différences géographiques en fonction des recrutements. Au CHU de Besançon, dans votre service de dermatologie, vous avez beaucoup de patients atteints d'hydradénite suppurée? Bah, effectivement, depuis quelques années, notamment depuis que les biothérapies sont utilisables dans cette maladie, on est amené à suivre de plus en plus de patients, hein. Les patients sont informés qu'il y a de nouveaux traitements qui sont sortis, des nouvelles biothérapies, et ils consultent donc plus facilement qu'avant. Et on a une file active d'environ au moins 200 patients actuellement, hein. Donc de patients qui sont suivis soit par traitement biothérapie anti-TNF et anti-interleukine 17, soit par chirurgie ou les deux à la fois. Donc effectivement, on a un potentiel de patients relativement important. Vous avez cité tout à l'heure l'Institut Imagine, l'établissement français du sang. Est-ce que c'est un projet que le CHU porte seul ou est-ce qu'il y a des partenariats autour de ce projet? Donc pour cette étude de phase 1, avec un petit nombre de patients, le CHU de Besançon est promoteur et le financement complémentaire est assuré par une association de patients, hein, l'association à fleur de peau qui travaille avec le service de dermatologie du CHU de Besançon et qui nous permet donc d'amorcer et de démarrer des projets pilotes afin d'avoir des résultats préliminaires. Et une fois qu'on a les résultats préliminaires, positifs ou négatifs, on peut, candidater à des appels d'offres beaucoup plus importants. Et quel est le rôle justement des équipes? Est-ce que du coup c'est un projet que porte tout le service de dermatologie? Est-ce qu'il y a des équipes particulières placées sur ce projet? Bah, effectivement, nous, dans le service de dermatologie, on a deux gros axes, hein. Un axe d'oncologie, de cancérologie, et puis un axe inflammatoire, avec des médecins qui sont investis dans cet axe-là, que ce soit au niveau de clinique, mais également au niveau recherche, avec l'unité l'INSERM Right qui est à Besançon. Et on l'a dit, vous allez lancer donc cette étude de phase 1. Quelles sont les prochaines étapes? Et finalement, est-ce qu'on pourrait un jour espérer voir arriver sur le marché un biomédicament contre celle qu'on connaît sous le nom de maladie de Verneuil, l'hydradénite suppurée? Bah, c'est un petit peu l'objectif, effectivement, de concurrencer ou d'apporter une alternative supplémentaire aux thérapeutiques actuelles dans la maladie de Verneuil, hein, qui sont les anti-TNF et les anti-L17. Il y a d'autres molécules qui sont en cours de développement par les industriels, mais effectivement, ça serait un plus pour Besançon, notamment dans cet axe de biothérapie, qui est un axe, important pour l'INSERM Right local, de pouvoir utiliser un produit naturel, hein, qui est sélectionné par l'établissement français du sang et qui pourrait être utilisé en thérapeutique humaine. Ça, c'est un objectif qui paraît envisageable. Et alors justement, quelles sont les prochaines étapes? On veut déjà débuter, avoir les autorisations sanitaires pour pouvoir utiliser ce plasma, voir si effectivement il est utilisable et bien supporté au niveau clinique, et si on induit un effet anti-interféron qu'on peut, tester, évaluer sur le plan clinique et biologique et immunologique. Et si c'est le cas, après on va pouvoir envisager des études plus importantes avec un nombre plus important de patients et évoluer vers des études multicentriques, voire internationales. Et puis éventuellement aussi, on pourra envisager d'autres applications thérapeutiques, hein, parce qu'il y a d'autres maladies que l'hydradénite suppurée qui peuvent bénéficier de cette activité anti-interféron. C'est actuellement développé dans une maladie qu'on connaît un peu plus, qui est le lupus érythémateux systémique, où là, il y a déjà des biothérapies anti-interférons qui sont en cours d'utilisation. Mais on pourrait aussi envisager des plasmas enrichis de façon naturelle en activité anti-interféron. Et alors dans le meilleur des cas, où tout se passerait parfaitement bien et où tout fonctionnerait comme vous le souhaitez en tout cas, quand est-ce qu'on pourrait imaginer voir arriver un médicament, un biomédicament justement contre cette maladie? Entre les études de phase 1 et puis après la mise à disposition du grand public d'un biomédicament, il s'écoule plusieurs années, hein. Donc c'est entre 5 et 10 ans, on va dire, hein, en fonction des résultats de chaque étape, hein. Parce que voilà, l'étude de phase 1 c'est bien, mais après il y a des études postérieures à faire de phase 2, de phase 3, avant d'arriver à la commercialisation d'une biothérapie, hein. Donc c'est un long processus. Justement, si on parle actuellement au conditionnel, c'est qu'il peut, on le sait, se passer beaucoup de choses entre le lancement d'un projet et sa concrétisation, surtout dans le domaine de la santé. Est-ce que vous voyez des freins éventuels, en tout cas que vous auriez déjà identifiés? Les principaux freins
en France, c'est les freins administratifs. Forcément, il y a des agences de régulation et où ça prend du temps. Hein. Il faut expliquer le projet, ils veulent être certains qu'il n'y a pas de risque toxique. En l'occurrence, c'est un plasma qu'on utilisait jusqu'au Covid de façon, sans le savoir, on l'utilisait de façon courante. Hein. Tous les autres pays l'utilisent encore, hein, sans se préoccuper de savoir s'ils ont des anticorps anti-interférents ou pas dedans. Hein. On est un des seuls pays à s'intéresser à cette activité naturelle. Donc ça devrait pas trop poser de problème, à mon avis, sur le plan réglementaire. Hein. Après, les freins, ça va voir si ces transfusions chez des patients qui sont très inflammatoires sont bien tolérées et surtout si elles apportent quelque chose ou pas. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des problèmes de concentration, où les taux d'anticorps anti-interférents, les taux naturels ne sont pas suffisants. Peut-être qu'il faudra transfuser plusieurs poches de plasma. Là, on est parti sur 1 à 2 poches. Peut-être que ça sera pas suffisant, peut-être que ça sera trop. Ça, c'est vraiment des inconnus, hein, que l'étude de phase 1 va nous permettre d'évaluer, hein, et d'apprécier. Si tout se passe bien, donc vous l'avez dit, finalement, le patient qui rentre, qui est admis en tout cas avec un cas sévère d'hydrazénite suppurée, vous lui transférez 1 à 2 poches de plasma dans lesquelles il y aurait ces anticorps anti-interférons. Et après, qu'est-ce qui est censé, dans le meilleur des cas, se passer? On va les suivre sur plusieurs jours, hein, au moins plusieurs jours initialement dans la première semaine, hein, où on va faire des évaluations cliniques, mais également immunologiques et biologiques, hein, en faisant des tests sanguins pour évaluer la concentration et l'activité anti-interférent chez ces patients-là. Est-ce elle est diminuée au cours du temps et de quelle façon? Est-ce que cette diminution, combien de temps elle dure? Est-ce qu'il faut renouveler les injections de plasma toutes les semaines, toutes les 3 semaines? Ça, c'est vraiment des inconnus. Ça, il faut évaluer tout ça. Dans l'idéal, on pourrait imaginer qu'une poche de plasma pourrait suffire de façon mensuelle, par exemple. Ça serait l'idéal, mais ça reste à prouver. Et l'action de ces poches de plasma, ce serait réduire l'inflammation? Est-ce que les symptômes physiques disparaîtraient de fait ou pas? C'est un peu l'objectif, c'est de diminuer l'inflammation, que le patient ait beaucoup moins mal, que les abcès se refroidissent, hein, ne sécrètent plus de pus ou d'écoulement, et qu'il y a un plus et après que les abcès n'apparaissent plus ou régressent, et que les poussées soient diminuées dans le temps. Donc ça, c'est les objectifs, mais pour l'instant, je vous dis, c'est une maladie où ces objectifs ne sont pas atteints, ou très mal atteints, même malgré les biothérapies qui sont déjà utilisées. Hein. Donc c'est peut-être illusoire. Alors peut-être qu'il faudra combiner aussi des immunothérapies, à faire des biothérapies anti-interférents, mais également avec des anti-TNF, peut-être qu'il y aura des combinaisons recherchées. Donc pour l'instant, c'est totalement ouvert. Hein. Donc on en est vraiment aux phases préliminaires. Et alors, vous qui êtes à l'origine d'un projet de biothérapie, on en parle de plus en plus, des biothérapies, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a une vraie, un vrai écosystème. La région a d'ailleurs construit une feuille de route stratégique avec les différents acteurs des biothérapies du secteur. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette dynamique régionale? C'est une dynamique très très positive. Nous, on a la chance à Besançon d'avoir un historique assez important sur le plan des biothérapies, notamment avec l'équipe INSERM associée à l'établissement français du sang. Et c'est un outil phénoménal. Ça a permis l'éclosion d'autres startups, hein, dans ce domaine-là, Diaclone en particulier, qui est relativement ancien également. Et on a donc un historique de production d'anticorps monoclonaux, de biothérapie, de thérapie cellulaire également, avec les centres cordons, qui sont utilisés dans le cadre de l'hématologie historiquement. C'était vraiment là où ça a été principalement développé. Et puis maintenant, on le développe dans d'autres domaines, hein, l'oncologie et toutes les pathologies auto-inflammatoires, les greffes d'organes également. Enfin. Donc là, on a beaucoup de chance à Besançon d'avoir cet outil-là, une forte, disons, une plateforme technologique pour les biothérapies. Donc ça, on en profite. C'est facilitateur? C'est très facilitateur, et ça permet à des jeunes chercheurs de rester sur place, hein, et de pouvoir faire des masters, des thèses de sciences, des post-doctorats.
Et donc, ça permet à des jeunes médecins également de pouvoir faire une activité de recherche parallèlement à leur activité clinique. Donc finalement, quand on veut travailler en tout cas sur le développement de biothérapie, il fait bon vivre en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, moi j'en ai bénéficié, donc je peux être que positif sur ce point-là. Effectivement, on a un outil de travail qui nous permet de faire des belles choses. En plus, on a la chance par rapport à des gros centres d'être relativement concentrés au même endroit. Ça permet beaucoup d'interactions, les gens se connaissent facilement. On peut faire appel à différentes équipes qui travaillent sur un tel domaine. On sait, ça peut m'intéresser aussi. Disons, les échanges sont très faciles, sont beaucoup plus faciles du fait de la concentration des équipes. Et ça, c'est un point très fort. Moi, je vois par rapport à mes collègues qui travaillent dans des grosses équipes parisiennes ou strasbourgeoises, c'est plus compliqué parce que les gens ne se connaissent pas forcément. Et alors que nous, on se connaît tous et en plus, on peut bénéficier de ces connaissances pour pouvoir interagir avec des équipes ailleurs. Hein. Ça nous permet de collaborer, par exemple, avec l'Institut Imagine sur Necker, là, grâce à cette connexion locale, l'établissement français du sang et Imagine. Et ça permet des collaborations nationales, voire internationales. Et donc ça, c'est relativement beaucoup plus facile ici. Sur le projet NIHS, vous travaillez donc avec l'établissement français du sang. Par la suite, qui produira ces biomédicaments? Est-ce qu'on peut imaginer Tout ce qui est plasma, forcément, ça dépend en France de l'établissement français du sang. En France, le don est gratuit et c'est un établissement donc national. Donc forcément, si on doit utiliser ce plasma divisé thérapeutique, ça passera par l'établissement français du sang qui le commercialisera, donc d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est soit peut-être via une start-up, mais qui dépendra de l'établissement français du sang et peut-être également du CHU de Besançon on verra, hein, de l'université également, via l'INSERM, puisque l'INSERM est impliqué également. Donc on verra après les différents partenaires qui pourront intervenir dans ce développement. Cette étude de phase 1, elle commence quand? On espère en 2025. Hein, on attend les autorisations et tous les dossiers ont été finalisés en 2024. Donc maintenant, on attend les autorisations avant de pouvoir débuter à inclure nos premiers patients. Merci beaucoup, professeur François Aubin, d'avoir pris le temps de nous accueillir dans votre service, le service de dermatologie du CHU de Besançon, et de nous en avoir dit plus sur la maladie de Verneuil, autrement dit l'hydradénite suppurée. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le Conseil régional et l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. À bientôt sur ONELS.